Bonsoir à tous. C'est dans l'air ce soir la reprise économique qui est là, disait François Hollande le 14 juillet, fragile pourtant. Alors qu'en est-il vraiment? Que penser des mesures du gouvernement pour la favoriser? L'apprentissage, le pacte de responsabilité, l'ouverture des professions réglementées éventuellement. Le titre de cette émission ce soir, Recherche, reprise, désespérément. Adressez-nous vos questions par SMS sur Internet ou par les réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'émission. Pour ce soir vous répondre, nos invités l'économiste Elie Cohen. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous enseignez aussi à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance, chez Odile Jacob. Autre économiste, Mathilde Lemoine. Vous êtes directrice des études économiques et de la stratégie des marchés pour la banque HSBC France. Et vous avez publié récemment un rapport sur la formation professionnelle intitulé « Entrer et rester dans l'emploi ». Avec nous aussi un expert en relations sociales et syndicales, Bernard Vivier. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes également professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Enfin, le docteur Michel Chassan. Vous êtes, vous, le président de l'Union nationale des professions libérales, une organisation patronale qui regroupe, qui fédère 59 organisations syndicales de professions de santé, du droit, du cadre de vie et technique. Vous êtes médecin généraliste vous-même. Alors, on va commencer par la reprise. Elle est là, nous dit François Hollande. Très bien, mais c'est un peu l'Arlésienne. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Mathilde Lemoine? On a vu que pour l'instant, les chiffres étaient très très décevants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croissance en début d'année, au premier trimestre de l'année 2014, et que les derniers chiffres qui sont sortis, en particulier les chiffres de production industrielle, ont montré qu'il y avait une chute tout à fait inattendue. Alors, pas seulement en France, aussi en Allemagne, mais que ça a laissé attendre une reprise beaucoup plus molle que ce qui avait été anticipé jusqu'à présent. Mais je crois que c'est le résultat de la faiblesse du commerce mondial. On a vu que dans les autres pays du monde, aux États-Unis en particulier, mais aussi en Chine, la croissance avait été bien plus faible qu'attendue. Et il se peut tout à fait qu'on ait atteint un point bas et qu'à la fin de l'année 2014, les perspectives d'exportation soient un tout petit peu meilleures. Donc effectivement, le pire n'est jamais sûr, et on pourrait être dans une situation conjoncturelle un peu meilleure en fin d'année 2014. Donc c'est plutôt stabilité, ce que vous appelez le point bas? Oui, c'est plutôt une forme de stabilité, sachant que le problème est qu'on attend toujours la croissance venue d'ailleurs et qu'on a du mal à créer dans notre économie les propres ressorts d'une croissance interne et qu'on espère que la croissance américaine va repartir, on espère que les autorités chinoises vont mettre en place un certain nombre de mesures pour soutenir leur activité économique, on espère que le changement de gouvernement en Inde va créer de la croissance et donc on se dit pourvu que la croissance revienne de l'extérieur et je crois que c'est là le problème de fond, c'est qu'à un moment donné il va falloir créer les conditions de la croissance en France. On espère que le changement de gouvernement en Inde va pousser la croissance. Comment est-ce qu'un changement de gouvernement en Inde peut pousser la croissance ici, le cas échéant? Exactement, c'est qu'en fait on considère que les exportations vont repartir, en particulier vers le reste du monde, et que une des faiblesses observées en ce début d'année, c'est la faiblesse de la croissance dans les émergents, à cause de la faiblesse de la croissance en Chine, mais aussi parce qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes électorales en Inde, en Indonésie et encore au Brésil, qui faisaient qu'il y avait un manque de réformes, un manque d'investissement en infrastructures qui pesait sur les perspectives de croissance. Et donc ce nouveau gouvernement indien, par exemple, a donné un certain nombre de gages qui laissent espérer une reprise de la croissance et donc une légère amélioration de la croissance des pays émergents. Mais quand on vous entend, on se dit qu'on compte sur les autres pour que ça redémarre ici. Je crois que c'est le problème de fond. Qu'est-ce qui fait dire, Elie Cohen, au président de la République au 14 juillet, que la reprise est là? Alors, c'est les 0,2 de l'INSEE? Non, il a tout à fait raison. Je veux dire, quand vous venez d'un territoire négatif, on a eu une croissance zéro en moyenne au cours des 6 dernières années. Quand vous sortez de la zone de croissance zéro et que vous prévoyez une croissance qui se promènera quelque part entre 0,5 et 0,8% en 2014, quand vous passez du territoire négatif au territoire positif, vous entrez bien dans une zone de croissance. Alors simplement, le problème, c'est que la croissance est moins forte que ce que nous avions anticipé pour 2014. Alors pourquoi? Alors il y a des raisons qui viennent d'être données. La première raison, effectivement, c'est que l'économie internationale a été moins porteuse. Par exemple, on annonçait une reprise très dynamique aux États-Unis. On avait anticipé que les États-Unis seraient à 3%. Eh bien, le premier trimestre a été calamiteux pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. On avait pensé que la croissance serait plus vigoureuse au Japon. Elle ne l'est pas. On avait pensé que la Chine maîtriserait mieux
son cycle économique, et comme ça vient d'être dit, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc l'environnement économique global n'est pas très porteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la zone euro, et là vous voyez on approche de la France, la zone euro qui était essentiellement tirée par les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne et son effort exportateur ont moins exporté que prévu, et donc nous avons été moins tirés que prévu, et d'un autre côté la reprise des pays du Sud a plutôt accru la concurrence qui s'exerçait sur la France qu'elle n'a véritablement favorisé la France. Donc la zone euro, globalement, a un petit peu moins cru que ce qu'on espérait, et du coup la France là-dedans, qui était dans la moyenne inférieure de la zone euro, eh bien, a cru beaucoup moins qu'anticipé. J'ajoute un dernier élément, il y a des facteurs négatifs propre à la France. Voilà, c'est ça. Parce que pourquoi c'est plus fragile ici? Voilà. Alors, l'une des découvertes très désagréables qu'on a eues cette année sur la France, c'est l'évolution du BTP, du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, pour deux raisons. L'une qu'on avait à peu près anticipée, c'est les travaux publics. Vous savez que les principaux investisseurs, ce sont les collectivités locales. Or, les collectivités locales commencent à subir la pression de la réduction de la dépense publique. Sur le bâtiment, on savait que c'était difficile, mais on a sous-évalué deux facteurs. Un, la timidité dans l'investissement des ménages liée probablement à l'effet du flot. Et l'effet de la loi du flot. L'effet de la loi du flot. Et un élément qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui est qu'à l'occasion des élections, un certain nombre de nouveaux élus ont remis en cause des programmes d'investissement, et même dans des HLM. Et donc on a un ralentissement du logement qui est d'une brutalité incroyable, qui vient s'ajouter au ralentissement du bâtiment, ce qui fait que dès le départ on savait que la France ne serait pas très vigoureuse. Dans un contexte européen qui n'était pas vigoureux et dans un contexte mondial qui n'était pas porteur, quand vous additionnez le tout, ça donne la déception que nous avons sur la croissance en 2014. Donc cet adage selon lequel quand ça va dans le bâtiment tout va reste valable, c'est-à-dire à l'inverse. Non, parce que comme l'a dit Mathilde, quand il va pas bien, ça va pas bien. Non, parce que comme l'a dit Mathilde, on a eu des surprises désagréables également sur la production industrielle et sur l'investissement. Mais ça, je dirais, entre nous, on en avait débattu. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient pourquoi voulez-vous que les entreprises investissent quand ils n'utilisent pas pleinement leur capacité de production, que leurs perspectives sont très défavorables et qu'ils connaissent un environnement d'une très grande instabilité réglementaire, fiscale et sociale. Donc moi, je ne croyais pas tellement à la reprise d'investissement, sauf qu'on escomptait quand même une petite reprise d'investissement qui n'est pas au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de blocage qui rendent la reprise encore plus difficile, encore plus fragile, en France en particulier? Alors non, là on touche du doigt. Alors le problème de fond, c'est que nous avons accumulé au cours des 3 dernières décennies toute une série de problèmes que nous n'arrivons pas à régler et qui nous tirent constamment vers le bas. Ouais. Alors Bernard Vivier, vous êtes sur ce point justement. Oui, pas sur l'aspect chiffre, mais sur l'aspect psychologie collective. Les chefs d'entreprise ont du mal à se sentir sécurisés dans les décisions qu'ils prennent, pour l'embauche, pour les licenciements, et les salariés ont le sentiment aussi de manquer de sécurité. Et l'inscription de la France dans un espace européen n'est pas accompagnée des mesures qui permettent à nous, peuple de paysans, d'ouvriers, d'ingénieurs, de se lancer dans l'aventure du changement. Et cette dialectique... C'est quoi l'aventure du changement? C'est numérique, Non, l'aventure du changement, c'est-à-dire le besoin de s'adapter à un format qui n'est pas un marché du travail national, garanti par des statuts et par un État. Nous sommes en train de découvrir le grand large de l'Europe. Et nous ne sommes pas installés, comme nos voisins allemands, espagnols, scandinaves, dans un marché du travail régulé par la négociation et non pas par les États. En Allemagne, en Espagne, en Italie, partout en Europe, ce sont les partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui organisent le marché du travail. En France, encore beaucoup trop, il ne faut pas que ce soit rien, mais encore beaucoup trop l'État. Et on l'a vu avec le conflit de la SNCF, c'est un conflit typique. Une entreprise qui doit conquérir des marchés européens parce que les autres pays européens, nos amis, nos partenaires aujourd'hui, ce ne sont pas des voisins étrangers, peuvent conquérir des marchés. Et il faut passer de la notion de statut à la notion de convention collective, d'accord collectif, de garantie collective. Alors justement... Et là, on a du mal, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance entre partenaires sociaux et gouvernement n'est pas là, et on l'a vu au moment de la conférence sociale. Alors justement, dans l'arsenal du gouvernement pour essayer de pousser la reprise, il y a ce fameux pacte de responsabilité sur lequel on va revenir. Et le premier accord de branche dans ce domaine a été signé dans la chimie. En gros, le pacte de responsabilité, il y a un échange. L'État allège les charges, en échange de quoi les entreprises s'engagent à créer des emplois. Dans la chimie, eh bien, l'accord, ça aura été 45 000 emplois créés sur 3 ans, nous dit-on.
d'après la CGT et les syndicats, les vraies créations ne seraient en fait que 7500 sur les 3 ans. Reportage François-Xavier Rigaud et Pierre Dehorne. C'est un profil intéressant avec une expérience en ingénierie, en bureau d'études qui va tout à fait convenir sur un des postes qu'on a à pourvoir aujourd'hui. Chimiste, ingénieur, mécanicien ou encore technicien, la société Arkema, le leader français de la chimie, recrute. Aujourd'hui, donc, on faisait le bilan avec ma collègue là tout à l'heure. Sur le premier semestre 2014, nous avons recruté déjà 150 personnes. Et ça va continuer sur le reste de l'année ? Et ça va continuer sur le reste de l'année en fonction des différents sujets qui sont prévus. En France, le secteur de la chimie, c'est 3000 entreprises, 200 000 salariés pour une production totale évaluée à 83 milliards d'euros. Lors de son intervention du 14 juillet, François Hollande annonce que dans le cadre du pacte de responsabilité, le secteur de la chimie s'engage à recruter en nombre, en échange d'une baisse de 300 millions d'euros par an de leurs charges. Dans ce qu'on appelle la chimie, il y a eu un accord qui a été signé suite au pacte de responsabilité. Les entreprises se sont engagées à recruter 45 000 salariés en CDI et à former 5 000 apprentis. Voilà, c'est ça le pacte. L'accord en question, signé par le secteur de la chimie et la CFDT, conclut au recrutement de 47 000 personnes en 3 ans. Pourtant, la CGT refuse de signer cet accord. Elle parle de supercherie. Il n'a jamais été question de créer 47 000 emplois supplémentaires dans la branche chimie grâce au pacte de responsabilité. Et là, nous avons, pour ce qui nous concerne, tous les chiffres en main, et ce n'est même pas les chiffres de la CGT, c'est ceux qui fournit la branche UIC elle-même aux partenaires sociaux en quelque sorte. Et l'arnaque, elle est dans le fait qu'effectivement, on intègre dans le périmètre à la fois les entrées, mais sans considérer les sorties. Dans ce secteur, 15% des salariés ont plus de 55 ans. Alors selon la CGT, ces 15 000 personnes recrutées chaque année correspondraient simplement au rythme de recrutement actuel du secteur. Il ne s'agirait donc pas de création de postes. Sur l'année 2013, il y a eu 8 755 salariés qui sont rentrés en CDI. Il y en a 6 900, près de 7 000 qui sont rentrés en CDD. L'addition de ces deux entrées-là font déjà plus de 15 600 salariés, ce qui fait que rapporté à 3 ans, ça fait les 47 000 emplois. Mais ce n'est pas une création d'emplois qui serait liée au pacte de responsabilité. C'est une création d'emplois qui est liée à l'activité normale. Et on oublie quand même au passage que sur l'année 2012 ou 2013, il y a eu 700 emplois en moins dans la branche chimie. Il n'y a pas eu de création d'emplois parce que ça ne remplace même pas ceux qui sont partis naturellement ou en licenciement. Selon les chiffres publiés par l'UIC, l'Union des industries chimiques, les effectifs du secteur sont passés de 245 000 salariés en 2000 à 200 000 en 2013, soit une baisse de 20% des effectifs en 13 ans. Pour les représentants de la branche chimie, cet accord signé dans le cadre du pacte de responsabilité permettrait déjà de stabiliser l'emploi dans ce secteur. Depuis 15 ans, l'industrie chimique perd, bon an mal an, 1,5% d'emplois. Donc déjà, le simple fait, même si c'était le simple fait de stabiliser l'emploi, est quelque chose de très positif. Mais non seulement on le stabilise, mais on s'est engagé à l'augmenter. Alors on ne peut pas l'augmenter de 15 000 par an, on l'augmente de l'ordre de 10% par an. Et aujourd'hui, par exemple, le secteur depuis 2010 à 2013, il a recruté du monde ? Environ, en CDI et CDD, environ 13 000. Chaque année ? Chaque année, oui. Oui, donc là, vous avez recruté presque 3 000 personnes en plus chaque année ? 2 500 en plus, oui. 2 500 nouvelles recrues par an. Au total, l'accord signé dans le cadre du pacte de responsabilité devrait donc créer environ 7 500 emplois supplémentaires en 3 ans. Alors, on a entendu la CGT qui dit arnaque. Alors qu'est-ce que c'est que cet accord? Essayons de le décrypter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un marché de dupes, cet accord, Licon? Je veux dire, l'erreur est au départ. Vous vous souvenez, le point de départ de toutes ces réflexions sur le CICE, le pacte de responsabilité, etc., c'est une réflexion sur la perte de compétitivité de l'appareil productif français. Et le rapport Gallois a montré qu'il y avait eu un véritable effondrement productif et compétitif qui s'était traduit notamment par des pertes de parts de marché et surtout par un effondrement du taux de marge des entreprises. C'est-à-dire, investir dans l'industrie n'est pas rentable en France. Et donc, quand on n'investit pas dans l'industrie, eh bien, ça a un impact désastreux sur les exportations, sur la recherche et même sur la qualité des emplois. Donc,
la priorité absolue, et c'est ce qu'a retenu François Hollande, c'est qu'il fallait réindustrialiser. Et pour réindustrialiser, l'idée, c'était qu'il fallait reconstituer les marges des entreprises. Alors, à ce moment-là, les allègements de charges, d'où les allègements de charges, et d'où le CICE, et d'où le pacte de responsabilité. Simplement, quand vous êtes un homme politique de gauche, vous ne pouvez pas dire « mon objectif, c'est d'alléger les charges des entreprises ». Même si c'est pour une bonne cause. Pourquoi? Même si c'est pour... tout simplement. Pour créer l'emploi. Mais non, tout simplement parce que c'est traduit dans votre électorat naturel comme des cadeaux que vous faites au patronat. D'où l'idée de rechercher des contreparties. Mais là aussi, François Hollande a fait les choses, à mon avis, de manière habile. Il n'était pas question de demander au patronat des vraies contreparties, puisque, comme ça a été dit, la tendance naturelle de l'industrie, c'est de détruire des emplois. Vous savez qu'on a détruit 2 millions d'emplois industriels sur 5,5 millions au cours des 30 dernières années. Pas partout, en France essentiellement. En France, je parle de la France, là. Je parle de la France. Ouais. La tendance de l'industrialisation est à peu près générale dans le monde. Hein. Ouais. Mais c'est un autre la robotisation, sujet. Oui, absolument. les Et gains puis de la productivité, tertiarisation, etc. simplement. Donc, comme on ne pouvait pas avoir de vraies contreparties, la grande idée, et à mon avis c'était une très bonne idée, c'était de dire on va créer une occasion pour un dialogue social renouvelé à l'occasion de ce pacte de responsabilité. Au fond, on va demander aux partenaires sociaux de se retrouver régulièrement pour discuter à l'occasion du pacte de responsabilité de ce qu'on pouvait faire en commun pour améliorer la situation de l'emploi, pour dépassionner un certain nombre de sujets qu'on ne débat pas suffisamment, d'où la logique de ces discussions internes aux branches, et d'où ce qui est ce premier résultat important sur la branche chimie. C'est de l'esbrouf ou au contraire tout le monde y gagne? C'est une occasion formidable d'instaurer du dialogue social, de la négociation sociale et de la gestion des évolutions des professions et des secteurs. Et c'est une très bonne chose. Attendez, si on reprend l'objectif qui est quand même de réindustrialiser, en tout cas de repousser les investissements dans l'industrie, ou en tout cas de créer des emplois, au bout du compte, quel est le résultat? Il y a un bénéfice pour tout le monde, la collectivité, on crée les emplois ou pas? Ce qui a été dit dans le cas de la chimie, c'est que non seulement on allait stopper la tendance à la destruction nette d'emplois, mais qu'il y aurait éventuellement un petit plus, 10%, de création d'emplois par rapport au mouvement naturel. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect très contradictoire où on nous dit d'un côté tout va bien, on fait un effort, disent les entreprises, le gouvernement dit on est content, et puis la réalité, vue par les syndicats, notamment la CGT, qui dit ben non, c'est très peu, c'est un marché de dupes. Oui, et le camarade Morera a dit il y a arnaque. Oui, il y a arnaque, mais de sa part. Pardonnez-moi d'être aussi brutal. Pourquoi? Il y a arnaque à considérer que soutenir les entreprises, c'est aller à l'encontre de l'emploi. Voilà. Il faut, si l'on veut redresser la machine économique, forcément créer les conditions de l'embauche. Et ça vient d'être dit. La création d'emplois est minime, mais elle est là. Et nous avons évité de réduire encore davantage le nombre de salariés. Ça aurait été pire, quoi. En gros, c'est ça que vous dites. Mais bien sûr. Ouais. Et donc, tout l'effort qui est fait s'inscrit dans une logique de redressement par l'amélioration des capacités des entreprises à produire, à dégager des résultats et donc à dégager de l'emploi. Il n'y a pas 36 solutions. Ou alors on nationalise tout. Non mais d'accord, mais pourquoi dans ce cas-là nous vendre l'idée qu'il y a 47 000 créations quand il n'y en a que 7 500, autant dire la vérité. Attendez, 47 000 en 3 ans, on redivise par année, et après on dit qu'il y a 6 000 ou 3 000 par an. Non, il y a une création, il y a un solde de création nette d'emplois positif. On crée des emplois. Pour vous, ça suffit. Mais bien sûr, et c'est déjà considérable. Vous savez, la guerre économique, ça se gagne petit pas par petit pas. La négociation sociale aussi. Et si la CFDT et l'UIC, l'Union des industries chimiques, et d'autres organisations sont en train de négocier, c'est parce que, vous savez, la vie sociale, c'est petit pas par petit pas, ça s'appelle du réformisme. Ouais. Le contraire, c'est d'être dans le clan des contre-tout et de la rupture radicale. Ça marche jamais. Docteur Chasson, vous aviez l'air de bouillir, là. Non, je vais évidemment rejoindre les propos qui viennent d'être tenus. Je ne vois pas en quoi le fait, justement, d'alléger le coût du travail et les charges pour les entreprises serait contre-productif en matière d'évolution et en matière de croissance. Évidemment que ça ne peut être que positif. Il ne faut pas rentrer dans un débat idéologique. Mais la CGT dit qu'il n'y a pas de résultat pour les salariés. Alors, attendez, le sujet, c'est que personne ne peut dire aujourd'hui, de toute façon, que ça va dans le mauvais sens. Enfin, je veux dire, il faut faire preuve quand même d'une très mauvaise foi pour que de le dire. Simplement, il faut se donner le temps au temps. Je rappelle quand même que tout ceci n'est toujours pas en place, à part le CICE qui est en place. Tout le reste, naturellement, reste là, il y a un accord dans la chimie, là, ça y est. Non, mais attendez, je parle des mesures du pacte de responsabilité. Il y a seuls les 20 milliards qui sont engagés au niveau du CICE qui sont en place aujourd'hui. Le reste ne l'est pas et reste à construire. Et donc c'est tout ça, une fois
oui, ça a été voté, mais c'est pas parce que c'est voté que c'est... Non, mais aujourd'hui, concrètement, les entreprises ne l'ont pas. D'accord avec moi. Ils vont l'avoir et il faut s'organiser pour. Mais ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que tout ceci est trop timide, à notre sens, et un deuxième défaut, c'est d'être beaucoup trop centré et trop ciblé sur l'industrie, précisément, et sur les grosses entreprises. On l'a dit tout à l'heure, l'avenir de l'emploi, il n'est pas forcément dans les grosses entreprises, il n'est pas forcément dans l'industrie. C'est le secteur tertiaire, et en particulier celui que j'en représente, des professions libérales, qui est, à mon avis, potentiellement les emplois d'avenir de demain. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour embaucher dans notre secteur, eh bien, c'est complètement dissuasif. Et en particulier, le premier emploi. Il y a 350 000 entreprises libérales qui n'ont pas de salariés. Ce qu'il faut, c'est les aider pour qu'ils franchissent ce pas. Or, à ne pas avoir de salariés et en avoir un, croyez-moi, le monde change. Alors, je voudrais, Mathilde Roman, qu'on revienne sur le secteur concerné là, ce premier accord, parce que la Chine a plutôt, comme le disait Eli Cohen, en ce moment des difficultés. Elle est plutôt dans une mauvaise passe. On a trop de capacités dans le raffinage, par exemple. Bon, en quoi un accord comme ça l'aide ou pas ? Alors, et on s'étonne qu'elle crée des emplois. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que c'est un peu un cache-misère. C'est-à-dire que c'est une approche malthusienne du fonctionnement économique. C'est-à-dire ? Et donc on considère que c'est un secteur qui est effectivement en difficulté et que plutôt que d'inciter à l'innovation, à la qualification des salariés pour que justement ils puissent s'adapter, ils puissent être plus mobiles, on essaye de préserver ce qui existe pour retarder, et d'ailleurs ça a été dit très clairement, retarder les destructions d'emplois. Et donc je trouve que c'est assez emblématique de la façon dont on fonctionne en France et il me semble que vous disiez qu'on devait tous être d'accord avec les allègements de charges. Je dirais que de façon transitoire, oui, mais parce que le job n'a pas été fait auparavant. C'est-à-dire que pourquoi il y a besoin d'allègements de charges, c'est qu'à un moment donné, le coût du travail est trop important par rapport à la productivité. Et que tous les 15 ou 20 ans, même moins maintenant, on se dit, ah zut, il y a quand même 10% de salariés qui ont un coût du travail trop élevé. C'est totalement déprimant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, 90% des salariés sont trop coûteux. Alors, il y a deux questions. Soit on allège les charges vraiment, et donc ça veut dire qu'on baisse les prestations sociales, de façon, mais pas un jeu de bonneteau pour savoir qui paye pas, etc. Et ça fait des débats infinis. Et la deuxième condition, c'est qu'on peut augmenter la productivité des salariés. Et là, la France est très, très en retard. C'est intéressant parce que vous avez presque les arguments. Certains des arguments de la CGT, qui est de dire mais c'est un mauvais calcul parce qu'au bout du compte, on retire les ressources de la sécurité sociale, des prestations sociales. Et puis surtout, on ne forme pas les salariés à pouvoir s'adapter aux mutations technologiques, aux mutations économiques, à toutes les mutations qu'on subit tous. Et donc, vous me demandiez de reparler du secteur de la chimie. C'est un bon exemple parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis aussi, c'est un secteur qui a été en difficulté et qui a été maintenu artificiellement dans une meilleure position grâce au gaz de schiste et à la baisse des coûts de production. En France, on va dire que c'est le pacte de responsabilité, c'est une autre façon de le faire, mais qu'à un moment donné, la question c'est de savoir ces salariés, est-ce qu'ils ont encore un avenir dans ce secteur, dans les 5 ou 10 prochaines années, est-ce qu'il ne faut pas les accompagner pour faire autre chose, et quel est leur avenir? Moi, je trouve que c'est ça le sujet. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'on maintient au-dessus de l'eau artificiellement une industrie qui serait en perte de vitesse? Je vais essayer de réconcilier les deux intervenants précédents en apportant un élément d'information. Contrairement à ce qu'on dit, le CICE et le pacte de responsabilité... Alors le CICE, il faut peut-être rappeler ce que c'est, le crédit impôt compétitivité emploi n'est pas réservé aux grandes entreprises. Au contraire. C'est pas ce que j'ai dit. Et à l'industrie. Au contraire, s'il avait été centré sur les grandes entreprises et l'industrie, ça aurait été très bien. Au contraire, vous savez que le principal bénéficiaire du CICE, c'est la Poste, et après, c'est la grande distribution. C'est quoi le système? Expliquez-nous qu'on se souvienne comment ça fonctionne. C'est une mesure qui vise à baisser l'impôt sur les sociétés à partir d'un calcul, à partir d'un abattement sur la masse salariale entre 1 et 2,5 SMIC. C'est ça le principe dans cette partie-là, c'est les gros pourvoyeurs d'emploi. On baisse les impôts. Et donc, ce sont les grands pourvoyeurs d'emploi. Et les grands pourvoyeurs d'emploi, ce sont les services et non pas l'industrie. Et les grands pourvoyeurs d'emploi, c'est la distribution, c'est le commerce, et pas du tout la grande industrie exportatrice, malheureusement. Donc ce dispositif vous est très favorable. Et en plus, le pacte de responsabilité facteur aggravant a été concentré sur les bas salaires, puisque la moitié des dispositions du pacte de responsabilité, 5 sur les 10 milliards, sont ciblées sur les bas salaires. Et pourquoi? Justement, pour un problème, c'est que nous avons une situation, c'est que la productivité dans
les services à faible valeur ajoutée, les services à la personne, etc., cette productivité est faible par rapport au salaire qui est versé, c'est-à-dire le SMIC. On peut dire soit que le SMIC est trop élevé, soit que la productivité est trop faible. Et comment on règle le problème? Eh bien, justement, on le règle par des mesures d'abattement de charges qui permettent de rendre possible l'embauche de salariés peu qualifiés à un niveau de revenu relativement confortable, qui est le SMIC français. Donc, si vous voulez, malheureusement, tout ce dispositif vise à corriger, je dirais, les problèmes de la France et pas du tout à mettre l'économie française en situation d'être beaucoup plus compétitive, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovante et beaucoup plus conquérante. Donc vous avez les deux raisons. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il n'y a pas toutes ces aides et donc les gens sont obligés de s'adapter. Avec les moyens limités que nous avons, de les concentrer là où ça a l'impact sur l'emploi le plus important, c'est-à-dire sur les salariés les moins qualifiés, occupant essentiellement des fonctions de service à la personne. Et puis il n'y a pas d'accompagnement en termes justement de qualification, c'est-à-dire qu'on dit à ces salariés on baisse les charges pour que le coût du travail soit inférieur et essayer de faire en sorte qu'ils soient embauchés, mais on n'accompagne pas par une meilleure qualification. Ce qu'on sait, il y a énormément de rapports qui sont publiés mais qui ne sont pas souvent cités en France et qui montrent que près de 50% des adultes français ne comprennent que des textes simples. C'est-à-dire des textes où il n'y a qu'une idée et que la question est en rapport avec l'idée du texte. Et c'est une proportion extrêmement élevée. La France est parmi les derniers pays de l'OCDE, alors que tous les autres pays ont une qualification moyenne des adultes très supérieure. C'est un scoop ce que vous nous dites ce soir, parce que par ailleurs, on a une dégradation continue. Oui, mais les chiffres sont très très marquants. Voilà. Et des salariés, mais donc c'est des salariés. Alors c'est pareil dans les calculs simples. Après, l'OCDE qui mène ses études auprès des adultes fait un certain nombre d'enquêtes qui sont extrêmement intéressantes. Et en calcul simple, c'est la même chose. C'est-à-dire que la France est 22e sur 24 pays étudiés par l'OCDE. Donc on est très très en retard. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, comme ces salariés ne sont pas accompagnés par de la formation professionnelle qui leur permet de garder leur capacité c'est ça que vous pointez du doigt, c'est qu'il y a un problème de... Donc typiquement la chimie, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces salariés alors qu'on voit que ce secteur probablement va être en situation de se restructurer à moyen terme, s'ils ne sont pas formés, en particulier les peu qualifiés, ils perdent leurs compétences générales d'adaptation et donc de fait on arrive, au bout de 10 ans, on dit ils sont trop chers. Mais alors est-ce que, Bernard Vivier, est-ce que le pacte de responsabilité et la négociation ouverte, vous appeliez de vos vœux tout à l'heure l'instauration d'une culture de compromis, de cogestion presque, est-ce que ça le fruit d'un accord comme celui-là? Est-ce que ça sert aussi à progresser dans le domaine qu'évoquait Mathilde Moine? Formation, l'avenir du goût du secteur ou pas? Oui. Alors, cogestion, n'utilisons pas ce mot qui en France est impossible à vivre. Ne transportons pas en France ce qui peut marcher très bien ailleurs comme en Allemagne. Bien, cette idée de pacte de responsabilité, c'est une idée que l'on rencontre partout en Europe. Partout en Europe, patronat, syndicats, gouvernements se rencontrent à date régulière, font un constat des difficultés économiques et sociales, établissent une sorte de diagnostic partagé, ce qui permet ensuite d'établir, je reprends des termes souvent utilisés, une feuille de route qui fait que l'un fait ceci, l'autre fait cela. En France, pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'État non pas garantit ou se met autour de la table de négociation et joue ensuite son rôle, évidemment, de gardien suprême de l'ordre public, qui est passé, bien sûr, mais se mêle de dicter aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Et c'est ce qui a rendu, en fait, cette idée de pacte de responsabilité, qui est une bonne idée, ça l'a rendu insupportable aux yeux des organisations syndicales. Comment ça s'est passé? Le 31 décembre, le premier... L'idée qu'on négocie dans les branches, que l'on n'associe pas, que l'on ne laisse pas patronat et syndicats discuter suffisamment entre eux. La conférence sociale, c'était une catastrophe. Ouverture par le président de la République, 9 ministres autour de 7 tables rondes, fermeture mais verrouillage par le Premier ministre. Et on ne laisse pas les acteurs sociaux directement concernés, c'est-à-dire patronat et syndicats, organiser eux-mêmes leurs affaires. Et de ce fait, la critique se porte directement contre l'État. Sarkozy, aujourd'hui Hollande, alors que les mesures sont bonnes en soi. Et donc, les organisations syndicales se sont senties hors jeu. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, n'a pas mordu au projet alors qu'il aurait pu mordre au projet. Mais pourquoi? Le 31 décembre, le président de la République dit « je lance le pacte de responsabilité ». Personne n'était au courant,
hormis Pierre Gattaz, président du MEDEF? Alors, dans l'arsenal toujours, où les décisions annoncées par le président de la République, par le gouvernement, il y en a un certain nombre, et notamment l'idée de pousser l'apprentissage. Le président voudrait augmenter le nombre d'apprentis en France pour le porter à 500 000 par an, alors qu'on en a péniblement 400 000 à peu près. Un appel est donc lancé aux entreprises, et puis on va même multiplier les apprentis dans la fonction publique, alors que pourtant elle doit faire des économies. Reportage Barbara Steck, Mathieu Vibo. L'État est au rendez-vous de l'apprentissage et je vous annonce que 200 millions supplémentaires seront dégagés et votés dès la semaine prochaine pour appuyer ce mouvement au Parlement. En premier lieu, pour étendre le potentiel des employeurs d'apprentis et inciter des chefs d'entreprise à recruter pour la première fois un apprenti. Une aide de 1 000 € par apprenti sera mise en place dans les secteurs professionnels où, et j'y insiste, un accord de branche aura été conclu. Après avoir supprimé des primes favorisant l'apprentissage il y a un an, le gouvernement remet le paquet pour atteindre son objectif de 500 000 apprentis pour 2017 et répond ainsi aux demandes des directeurs de centres de formation d'apprentis désemparés. Les jeunes, on les a, ils viennent s'inscrire. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas les maîtres d'apprentissage. Ils refusent de plus en plus. Ce que je ne connaissais pas, moi, il y a 10, 15 ans, il n'y avait pas de souci. Pour atteindre ces objectifs, l'État mise sur 100 000 apprentis supplémentaires. Mais aujourd'hui, la tendance est à la baisse, moins 8% d'étudiants en apprentissage en 2013. Pour Élodie Fasano, médiatrice entre les entreprises et les CFA, convaincre des entrepreneurs et des artisans a été cette année très compliqué. Aujourd'hui, on est en crise, donc ils ne veulent plus forcément prendre d'apprentis parce qu'effectivement, même s'ils ne coûtent pas le prix d'un CDI ou d'un CDD, ça coûte quand même de l'argent. Alors à son tour, François Rebsamen, ministre du Travail, lance un appel aux entreprises. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas un jeune qui soit aujourd'hui, à la rentrée, au mois de septembre, dans une formation, dans un centre de formation des apprentis, qu'il n'y ait pas un jeune qui soit laissé en rade. Et tout jeune en CFA doit trouver une entreprise à la rentrée. Donc je lance un appel aux entreprises. Prenez en apprentissage les jeunes qui sont dans les CFA à la rentrée de septembre. Et on avancera ensemble. Un appel au privé, mais la fonction publique va aussi être mise à contribution. Parole de président. L'État, il y a 700 apprentis seulement dans l'État, dans la fonction publique d'État. Comment l'admettre? Là aussi, l'objectif est chiffré. 10 000 apprentis dans la fonction publique d'État pour 2016. Et pour encourager les ministères et leurs départements à recruter des apprentis, un frein administratif a été levé. Nous avions des règles technocratiques de comptage qui nous étaient imposées par le ministère du Budget qui n'étaient pas raisonnables. Nous devions compter dans nos effectifs un apprenti pour un poste. Or, l'apprenti, par principe, il est pour une bonne partie de son temps, entre la moitié et les 2/3, en formation. Et si on doit les compter pour un poste complet, alors ça n'est pas du tout intéressant. Ces modalités viennent d'être levées par le gouvernement. Immodestement, je pense que la Défense a beaucoup poussé pour cela. Et donc maintenant que ce frein, ce blocage techno a été levé, moi je vais avoir beaucoup plus massivement recours aux apprentis. Ce sera intéressant pour les jeunes, ce sera intéressant pour nous. Ministère par ministère, les négociations vont se faire. Les syndicats s'interrogent tout de même sur le financement de la formation de ces apprentis, dans une période où les budgets accordés au ministère sont en baisse. Ça ne peut pas se faire à budget constant. Je crois qu'à un moment, la négociation, elle doit aussi permettre de se pencher sur ces coûts et de voir comment on pourra répondre et à l'objectif de 10 000 apprentis que nous trouvons de bonne qualité, cet objectif, et que nous voulons partager, et en même temps à maintenir une vraie qualité de la formation par apprentissage dans la fonction publique. D'autres annonces pourraient encore être faites à la rentrée, à l'occasion d'une réunion sur l'apprentissage et l'alternance que présidera François Hollande. Oui, alors cette question des jeunes, de l'emploi des jeunes est un des grands objectifs du président de la République. Question à un téléspectateur de C'est dans l'air. Demandez aux jeunes qui sortent des écoles s'ils sont optimistes. Ils sont affolés par l'état du pays. Rien ne bouge. C'est votre sentiment, Bernard Lévy ? C'est une réalité chiffrée. Il y a 2 fois plus de jeunes au chômage que dans la moyenne nationale. Les jeunes de 15 à 24 ans sont 2 fois plus au chômage que la moyenne nationale. Bien. Et l'apprentissage est une formidable solution pour ça. Et nous sommes en retard. En Allemagne, il y a 2,5 fois plus d'apprentis qu'en France.
Et quand le Premier ministre Manuel Valls a annoncé ces mesures sur l'apprentissage, ça a été partout dans les entreprises, dans les centres de formation d'apprentis, une grande satisfaction. Avec un peu d'ironie aussi, en disant ça y est, il retricote en 2014 ce qu'il avait détricoté en 2012. C'est-à-dire qu'on avait enlevé des moyens financiers, des possibilités de faire l'apprentissage, on est en train de les remettre. Parce que quand quelque chose marche et qu'on se rend compte que ça ne marche plus parce qu'on a supprimé l'essence pour faire tourner le moteur, il faut remettre un peu d'essence. C'est ce que vient de faire le Premier ministre et c'est une bonne chose. Il y a un paradoxe parce qu'on bat des records de notes, de nombre de jeunes qui obtiennent le bac. Et en revanche, on a le nombre d'apprentis qui baisse, alors que quand on fait un bon apprentissage, en général, on trouve toujours un emploi. Oui, et l'apprentissage ne peut pas être uniquement pour les métiers manuels. Vous savez, le taux de succès des apprentis des professions supérieures au bac est très élevé, de l'ordre de 80%. Oui, bien sûr, mais c'est un débat récurrent, il y a toujours des métiers qui peinent à recruter. Mais la notion d'apprentissage ne peut pas se limiter au métier de bouche ou au métier du bâtiment. C'est aujourd'hui l'ensemble des métiers qui peut être concerné, comme ailleurs en Europe. En France, l'apprentissage commence à grandir, à gagner. L'alternance commence à se développer partout. Et c'est une très bonne chose. C'est quoi la clé qui fait que l'apprentissage, c'est mieux que la formation classique de notre système scolaire? Pour une raison très simple, c'est que la main et la tête sont en liaison permanente et au contact de l'entreprise. Et en lien, et tout ce système est organisé par les branches professionnelles. On a parlé de la chimie, on pourrait parler aujourd'hui de la métallurgie. La métallurgie, aujourd'hui, elle a à peu près 26 000 apprentis dans des centres de formation d'apprentis qui sont remarquables moderne. Et l'emploi, il est tout de suite au bout de l'apprentissage. Mais Elie Cohen, il y a quand même Pourquoi est-ce que les parents refusent souvent que les jeunes dans l'apprentissage, alors qu'on trouve de l'emploi? Vous savez à quand remontent les premières délégations françaises en Allemagne pour étudier le système allemand d'apprentissage? 1880, 1890. 19e siècle. 19e siècle. Vous savez quelle était la grande priorité de Mme Édith Cresson quand elle était Premier ministre? L'apprentissage. À l'époque déjà, elle avait fixé des objectifs ambitieux, un plan, etc. Et ça a été rappelé à l'instant, entre 2012 et 2014, on a retiré 200 millions d'euros qu'on va remettre maintenant. Donc il y a quand même un problème. En France, on a un problème avec l'apprentissage. Tout le monde est convaincu que c'est une très bonne solution. Et qu'en particulier, ce qui vient d'être dit, cette association d'une formation sur le tas, sur le métier, couplée à une formation intellectuelle, qui débouche presque toujours sur un emploi, c'est une solution qui est gagnant-gagnant. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est qu'il doit y avoir des interdits puissants. Ce n'est pas que les variations de la politique gouvernementale. Alors c'est quoi ces interdits? Eh bien, tout le système scolaire français est encore bâti sur l'excellence de la formation générale. C'est-à-dire que c'est déchoir d'envoyer son enfant en apprentissage, ce ne serait pas assez noble. Voilà, exactement. C'est-à-dire c'est une sélection par l'échec. Tout notre système est bâti là-dessus. Quand on n'est pas capable de faire le système de formation générale, on va dans les formations technologiques ou professionnelles, ce qui est une absurdité parce qu'il y a d'excellentes formations technologiques. Et il y a par exemple le fameux lycée Airbus de Toulouse donne une excellente formation avec d'excellents professeurs, avec des emplois garantis. Mais enfin, peu importe, on a cette hiérarchie du général, du technologique, du professionnel et l'apprentissage après. Et alors, ça a du sens de l'élargir à ce point qu'on parle maintenant de la fonction publique? 10 000 postes dans la fonction publique d'État? Ce qui a été essayé à plusieurs reprises, qui n'a pas réussi, mais il faut quand même continuer, c'est redonner des lettres de noblesse à cette formation en montrant très concrètement comment dans toute une série de filières professionnelles, technologiques, industrielles, mais pas seulement, dans les services à la personne, dans les services aux entreprises, il y a de véritables voies de réussite par l'apprentissage et par la formation sur le tas. Mais dans la fonction publique, au moment où on lui demande par ailleurs de faire des économies, est-ce que c'est cohérent? Oui, mais la fonction publique, il ne faut jamais oublier que la fonction publique, c'est une immense machine où il y a des services, de l'industrie, des fonctions régaliennes, il y a de tout dans l'État. Et donc, ce qui a été dit notamment sur l'industrie, ce qui a été dit notamment sur le secteur de la défense est un très bon exemple. Là, il y a typiquement des activités qui sont tout à fait comparables à ce qui se fait
par ailleurs dans le service marchand, dans le secteur marchand. Mathilde Lemoine, pour revenir au blocage culturel, un jeune boulanger aujourd'hui de grande qualité ou de métier de bouche trouve du boulot dans le monde entier quand il a été formé en France en apprentissage. Oui, effectivement. Et pourtant, ça continue à être quelque chose qui manque de noblesse. Oui, alors je rejoins évidemment tout ce qui a été dit auparavant. J'ajouterais un autre problème, c'est-à-dire que comme conséquence de cette idée que l'apprentissage serait, quand on n'a pas réussi à être dans la filière générale, on considère que les jeunes qui sont en échec scolaire doivent aller dans la filière apprentissage. Donc ça dévalorise aussi cette filière apprentissage. Et on ne les accompagne pas. Et ce qu'on oublie de dire quand on compare le système allemand et le système français, c'est que les jeunes justement qui sont en échec scolaire ou qui ont des difficultés à s'insérer dans une école quelle qu'elle soit, ils ont un programme qui s'appelle Qualification et Connexion de 4 ans avant d'entrer en apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'en Allemagne, on accepte le fait que le système scolaire initial ne permette pas à des jeunes d'acquérir des savoirs de base qui leur permettent d'aller dans l'apprentissage. Or en France, le problème c'est qu'on ne veut pas reconnaître que le système d'éducation nationale engendre un certain nombre d'échecs. Aujourd'hui, 18% d'une classe d'âge est en échec, c'est-à-dire sort du système scolaire sans rien. Ça fait à peu près 130 000 jeunes par an, c'est énorme. Et donc ces jeunes-là, il n'y a pas grand-chose qui leur est proposé. Et donc on se dit, on va essayer de les mettre en apprentissage. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont censées s'en occuper aussi trouvent ça dur, lourd. Et donc, on est dans cette situation totalement ubuesque où on a des jeunes qui n'ont pas les outils pour entrer en apprentissage et des maîtres de stage qui trouvent que c'est trop compliqué parce que justement, ils n'ont pas les outils. Donc, il faudrait agir des deux côtés en acceptant de mettre en place des écoles de la production, des écoles de la deuxième chance adaptées pour ces jeunes pour qu'ensuite, quand ils rentrent en apprentissage, ils aient les compétences, les connaissances qui leur permettent vraiment de réussir, comme vous le disiez, avec les coloristes qui sont devenus des stars internationales dans la coiffure, les pâtissiers, mais aussi dans le secteur industriel, comme le disait Elie, c'est tout à fait possible. Mais vous voyez, on est dans les deux bouts, et donc, comme on est en plus dans une société qui est un peu plus individualiste, je ne sais pas si Bernard Vivier sera d'accord, en tout cas dans le milieu de l'entreprise, c'est vrai aussi qu'un certain nombre de maîtres de stage dans le secteur des services se disent, moi, j'ai de la rentabilité à faire, j'ai pas le temps, ça me prend du temps, qu'est-ce que j'ai en échange Voilà, et on n'est plus dans cette logique de compagnons d'autrefois. Est-ce qu'il ne faut pas, docteur, que les professions de service, les professions libérales notamment, fassent elles aussi un effort pour revaloriser ces métiers? Je prends un exemple de certains cadres de la finance ou dans d'autres domaines qui, étant menacés par le burn-out, ont voulu changer de métier, devenir pâtissiers et sont devenus de véritables apprentis. À 35 ans, ils sont repartis à l'école pour faire un métier qui les passionne. Mais bien entendu, mais attendez, l'apprentissage n'est pas une voie de garage, c'est au contraire une voie d'avenir. Oui, mais est-ce que c'est pas aux professionnels de mener des campagnes pour que ça change? La particularité de nos entreprises, c'est d'avoir des emplois qualifiés. Hein. Mais nous, ce qui compte, c'est la professionnalisation. La professionnalisation dans notre système éducatif est beaucoup trop tardive. Ça veut dire et c'est ce qui débouche sur près de la réalité, quoi. Bien entendu, c'est ce qui débouche, contrairement à notre voisin allemand, à des échecs en matière de formation générale. Ce qu'il faut, c'est développer de l'alternance, par exemple. Pour ce qui nous concerne dans nos professions, on croit beaucoup à cela, c'est-à-dire un temps d'enseignement théorique et un temps par alternance, justement, dans l'entreprise. Il y a un cloisonnement qui est beaucoup trop important entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. Ce sont deux mondes qui ne se connaissent absolument pas. Et là où ça touche vraiment le sommet, c'est en matière d'orientation. Là aussi, on a évidemment beaucoup à s'inspirer de cela. Et ces deux mondes doivent se côtoyer beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui, parce qu'ils travaillent tous les deux en tuyau d'orgue. C'est ça le problème. Bernard Vivier. Oui, nous touchons là à une question centrale, puisque c'est la question de la formation. Qui doit organiser cette formation? Alors les entreprises le font. Elles dégagent elles-mêmes des milliards d'euros, 13 milliards d'euros directement pour faire de la formation professionnelle. Ça, c'est la formation continue. Nous avons également une formation, c'est toute la formation initiale, avec 1 200 000 fonctionnaires, c'est la formation initiale, l'éducation nationale. Et puis nous avons ce petit monde de l'apprentissage qui n'est géré ni par les entreprises directement, ni par l'État, mais par les branches professionnelles, en tout cas dans lesquelles les branches professionnelles ont un rôle important. Et la métallurgie, je reprends cet exemple, est un vrai succès.
Et donc, c'est le lieu. Pour former un bon soudeur aujourd'hui. Et là, vous avez le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale. Il faut que l'entrepreneur et le professeur arrivent à se rencontrer. En France, c'est un spectacle impossible à observer, en tout cas, sauf sur le registre du drame. Les professeurs mettent un peu plus les pieds maintenant dans les entreprises. Mais parce que chacun se regarde en chien de faïence. Les uns disent vous allez livrer des jeunes aux objectifs de rentabilité immédiate du patronat, et les autres, vous allez leur apprendre la princesse de Clèves et vous n'allez pas leur apprendre le métier. Donc quand on aura dépassé, mais nous y arrivons petit à petit, parce que l'alternance, l'apprentissage, les systèmes passerelles au sein même de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, tout ça se met en route. Quand nous serons davantage frottés aux réussites des autres pays européens, et nous le faisons petit à petit, ayons confiance, nous allons gagner. L'apprentissage, c'est la voie royale, effectivement, de l'adaptation. Et les exemples fourmillent, et ça va être par l'exemple qu'on va le faire. Alors, on va venir à une autre idée encore dans l'arsenal du gouvernement pour essayer de pousser la reprise. Elle vient du ministre de l'économie, cette fois Arnaud Montebourg. D'après lui, on pourrait gagner à peu près 1% de croissance en libéralisant ce qu'on appelle les professions réglementées, des médecins, des géomètres, les notaires, les huissiers, enfin toutes ces professions pour lesquelles leurs actes sont incontournables, ils sont réglementés, et vous en avez le monopole. Alors les professions concernées, on va le voir, ne sont pas contentes du tout. Reportage Maxime Vautier, Mathieu Vibo. Il y a une semaine, Arnaud Montebourg, ministre des Finances, dressait sa feuille de route pour le redressement de la France et ouvrait la chasse à la rente. De nombreuses professions aujourd'hui sont en situation de monopole et captent par leur position des revenus à la population pour des services payés trop cher, qui entament le pouvoir d'achat des ménages. C'est le cas des professions qui sont protégées par des monopoles, les huissiers, les greffiers de commerce, les avocats, certaines professions de santé, beaucoup d'autres secteurs réglementés, l'optique, les prothésistes dentaires, dans lesquels une baisse des prix des services est nécessaire et possible au bénéfice de la population. Dans le collimateur du ministre depuis 8 jours, pas moins de 37 professions dites réglementées, soit selon Bruxelles des professions dont l'accès et l'exercice sont subordonnés à la possession de qualifications professionnelles déterminées, comme les agréments, les certifications, les diplômes d'État ou les associations professionnelles. Du pharmacien au greffier, en passant par le notaire ou l'agent immobilier, ce sont toutes les professions en situation de monopole ou de quasi-monopole que le ministre entend déréglementer et ouvrir à la concurrence. Selon un rapport commandé par Pierre Moscovici en 2012 et retranscrit dans le journal Les Échos, l'Institut général des finances s'émeut du niveau élevé des revenus de ces professions. Ainsi, pour 100 € hors taxes versés par le consommateur, le bénéfice net s'élèverait en moyenne à 44 € pour les greffiers, 43 € pour les huissiers, 37 € pour les notaires ou 19 € pour les agents immobiliers, soit entre 6 et 2 fois plus que la moyenne. Face à ce constat, la guerre aux privilèges semble déclarée et la contre-attaque des huissiers n'a pas tardé. Je suis extrêmement choqué d'avoir mis en pâture des professions, et notamment la nôtre, sur la place publique. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a des problèmes de fond qui sont beaucoup plus importants que les professions dites réglementées. Oui, le revenu moyen, on a des éléments économiques, il se situe aux alentours de 6 000, 6 500 €. À cela, il faut enlever les impôts et il faut aussi enlever le montant de l'investissement fait pour acheter l'office. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des revenus d'une importance telle qu'on veut bien le décrire. Malgré les ripostes des professionnels, la situation économique actuelle en France pourrait contraindre le gouvernement à ne pas relâcher la pression sur ce secteur. Le prix à payer pour remettre du beurre dans les épinards des Français. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et donc l'État, les gouvernements de droite, de gauche se disent il n'y a pas tellement d'autres moyens que d'aller chercher des moyens non monétaires pour relancer la croissance, pour dégripper, décoincer, remettre de l'huile dans les rouages. C'est remettre un peu de concurrence pour faire baisser les prix de l'accès aux services. Dans les faits, selon le rapport de l'IGF, une réforme des professions réglementées pourrait faire baisser les prix de certains secteurs de 10 à 20%, restituer près de 6 milliards € de pouvoir d'achat aux Français et générer un surcroît d'activité compris entre 0,6 et 1,2 point du PIB. Mais pour obtenir de tels résultats, le gouvernement devra d'une part s'attaquer aux 37 professions en question avant la fin du quinquennat
et vaincre la pression des lobbies qui ont eu raison des projets de déréglementation portés aussi bien par Jacques Attali en 2008 que par Jacques Rueff et Sylvain Armand en 1960. Alors tout ce sujet, évidemment, provoque un grand débat. Et je vais vous donner la parole, docteur Chassan. Mais d'abord, cette réaction d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Rien ne bouge en France, le pays est figé. Depuis 20 ans, on nous vend des réformes, mais le corporatisme demeure. Sous-entendu, on n'a pas fait beaucoup évoluer ces questions sur les professions réglementées. Le monopole, par exemple. Qu'est-ce qui justifie le monopole de certains actes? Les prix si élevés qu'on pourrait baisser, d'après ce que nous dit ce reportage. Alors, plusieurs choses. D'abord, cette affaire est totalement lamentable. Pourquoi elle est lamentable? C'est sur le fond et sur la forme. Sur la forme, est détestable. Dire aujourd'hui que 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins pour les Français, c'est parce que un certain nombre de professions réglementées s'en foutent plein les fouilles, c'est vraiment inacceptable, surtout de la part du ministre de la République. Deuxièmement... Mais pourquoi c'est inacceptable si c'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un lien de cause à effet aussi rapide que cela. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est monopole ou pas monopole. Qui a créé ces monopoles? Est-ce que c'est les professions elles-mêmes qui se sont octroyées des monopoles? C'est l'État qui a créé des monopoles, parce que ce sont pour la plupart des délégations de services publics. C'est-à-dire que l'État a confié à un certain nombre de professions le soin de faire ce que le public faisait. Mais s'il les a créés dans l'histoire, il peut peut-être les supprimer. 37, pourquoi il l'a fait? Pour avoir des garanties de sécurité, pour avoir des garanties de qualité, parce que ce sont des professions qui sont encadrées par des règles déontologiques, et il l'a fait également en veillant à contrôler les prix. Nous ne sommes pas dans un marché ordinaire, nous sommes dans des prix fixés, administrés. C'est l'État lui-même qui fixe les prix. Alors si aujourd'hui l'État trouve les prix trop élevés, discutons-en. Parce que c'est plutôt le contraire qu'il faudrait évidemment envisager. Parce que ces professions-là se plaignent plutôt d'un prix unitaire qui n'est pas à ce qu'il devrait être en termes de valeur. Donc aujourd'hui, franchement, laisser croire que les 6 milliards d'euros permettrait donc de faire progresser l'économie, permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat, permettrait que le PIB progresse. Mais c'est franchement inacceptable. Vous avez entendu, je vous écoute, mais je reviens par exemple à un élément qui était dans le reportage. On a entendu que le rendement, le niveau de profitabilité de ces métiers est carrément 2 fois plus élevé que celui de l'économie moyenne en France. Vous gagnez 2 fois plus que les autres. Mais attendez, ça, c'est un argument du gouvernement aussi. Le sujet, si la croissance en France est en panne et si l'emploi est en panne, c'est pas parce qu'il y a un certain nombre de professions qui gagnent plus que d'autres. Est-ce que c'est pas vraiment le sujet quand même? Le sujet, c'est oui, il y a besoin. Trop cher, quoi. Non, mais il y a peut-être besoin d'un certain nombre de réformes. Mais faisons-le, ces réformes. On est d'accord là-dessus. Attendez, à 3 conditions. La première des conditions, c'est l'équité. Il ne serait évidemment pas question de traiter de façon différente le secteur libéral et de laisser le secteur public en l'état. S'il y a concurrence, il doit y avoir concurrence dans tous les sens. Vous pensez à et quoi, pas uniquement. Je pense en particulier à l'hôpital public, pour un sujet que je connais particulièrement bien. Donc c'est facile de régler effectivement les problèmes de santé pour les libéraux et pas de se préoccuper de l'hôpital public dont on sait les uns et les autres. Et nous avons un parc hospitalier qui est 1,5 fois supérieur à celui de l'Allemagne. Alors qu'on a 20 millions de personnes en moins. C'est ça le vrai sujet quand même. Donc parlons de monopole. Si on parle de monopole, parlons de monopole dans tous les sens. La deuxième condition, c'est qu'on le fasse avec les professionnels et pas contre eux. Parce que la technique qui consiste à prendre des professionnels comme bouc émissaire, de les désigner à la vindicte populaire comme ça, et de faire croire aux Français que parce qu'il y a des professions qui gagnent un peu mieux leur vie, que d'autres, on les appelle même des rentiers. Vous vous rendez compte que le ministre a parlé de rentiers? Est-ce que franchement c'est un terme qui est tout à fait approprié vis-à-vis des gens qui ont des grandes qualifications, qui sont très responsables et qui ont fait beaucoup d'études et qui travaillent beaucoup? Le temps moyen hebdomadaire d'une profession libérale, c'est entre 50 et 60 heures. C'est ça le sujet. Donc je pense que franchement, et la troisième condition, vous m'excuserez, c'est évidemment que ça se fasse en toute transparence. Ça veut dire que, par exemple, quand vous prenez les honoraires d'un notaire, très bien les honoraires d'un notaire, mais attention, c'est essentiellement des taxes, les honoraires d'un notaire. Alors, parce qu'il y a eu, dans l'État, il y a effectivement une envolée des tarifs immobiliers et des prix des transactions immobilières. Mais qui c'est qui ramasse le plus? C'est l'État. Parce que 80% de ces frais de notaire sont essentiellement des taxes. Et ça, personne n'en parle, on ne parle que du reste. Elie Cohen, docteur Chassan concède quand même que peut-être, oui, on pourrait faire quelques modifications, il y a peut-être des réformes à faire. Cette idée qu'il y aurait des rentiers, comme ça, quelques métiers qui seraient assis d'emblée sur un tas d'or, c'est une vieille idée quand même, ça. Écoutez, c'est vrai ou pas? On a mentionné le rapport Rueff-Armand en 1960 qui s'attaquait déjà
aux effets à l'époque inflationnistes des professions fermées et qui en particulier dénonçait les rémunérations basées sur les pourcentages en disant qu'il n'y avait pas de justification particulière à ce que toute une série d'actes soient payés en pourcentage de la transaction réalisée. Donc c'est une très vieille histoire. Mais surtout, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Rueff Armand, lorsqu'ils ont fait leur rapport, n'ont pas inventé des problèmes. Ils constataient un certain nombre de blocages dans la société française et ils avaient identifié très clairement un certain nombre de professions, les professions du droit, les professions du chiffre. Le pourcentage n'est pas vrai pour toutes les professions. Attendez, c'est intéressant, ça veut dire que par exemple, les notaires sont payés au prorata en pourcentage du montant d'une transaction. Vous dites ça, c'est pas normal, on devrait fixer un acte, c'est un acte. Il y a des pays où c'est comme ça, non? Et bien entendu. Et puis surtout, il y a d'autres qui pourraient faire ces actes. C'est-à-dire, il y a toute une série d'actes qui sont le monopole, par exemple, de la profession de notaire et qui sont réalisés ailleurs par des avocats ou même par des juristes. Dans d'autres pays, vous voulez dire? Dans d'autres pays, bien entendu. Donc, attendez, ça, c'est des choses qui ont été identifiées en 1960, c'est-à-dire il y a 55 ans. Mais surtout, depuis 1960, on ne compte pas un rapport de l'OCDE, du FMI, de l'Union européenne ou de tous les experts possibles et imaginables qui parlent des rigidités sur le marché des biens et qui ne consacrent pas un chapitre aux professions réglementées pour montrer les effets des professions réglementées sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le caractère inflationniste du mode de rémunération de ces professions et l'effet d'éviction en matière de création d'emplois, de professions fermées, parce qu'il y a le niveau d'exigence requis pour accéder à certains métiers. Je vais changer de catégorie, je vais parler des coiffeurs maintenant, par exemple, ou bien des taxis, ou bien des vétérinaires, ou bien de la vente. Les conditions requises pour exercer ces professions ne sont absolument pas justifiées par la nature de l'exercice professionnel. Vous voulez dire qu'elle ferme l'accès à ces métiers? Et du coup, ça ferme l'accès à ces métiers, et du coup, il y a une éviction pour un certain nombre de salariés qui pourraient tout à fait exercer ces fonctions-là. Donc, pour ces deux raisons, l'OCDE, par exemple, calcule un indice de la rigidité des réglementations sur le marché du bien et des services qui produit des effets spécifiques en termes de moindre croissance. Ça ralentit et de notre croissance. Exactement. Donc, je veux dire, mais alors, ces travaux, tous ces gens de l'OCDE, de l'Union européenne et du FMI, ils ne sont pas tombés du ciel. Il y a quand même un argument que j'ai entendu tout à l'heure dans la bouche de Dr Champ, qui est de dire oui, mais d'accord, mais tout ça nous protège. C'est-à-dire que quand même un acte fait par un notaire, au moins il est formé, c'est un juriste, au moins on est sûr que l'acte est correct au regard de la loi et qu'on ne s'est pas fait arnaquer. Très bien. Ouais. Alors c'est là qu'intervient un autre argument, qui est que le progrès des technologies de l'information, la révolution numérique, etc., permettent de produire ces actes dans des conditions d'une efficacité beaucoup plus grande et qui justifie de moins en moins les modes de rémunération qui sont hérités du temps où c'était à la plume doigt qu'on rédigeait les actes. Les actes sont pré-remplis, quoi. Et donc, si vous voulez, ces gains de productivité dans ces métiers... Vous savez bien que la réglementation est de plus en plus contraignante et vous savez très bien que ce qui est imposé... Regardez pour l'immobilier, avec la loi qui a été évoquée tout à l'heure, eh bien, la loi Duflot, par exemple, eh bien, on voit bien que la réglementation... Mais vous savez comment et on voit bien que ce qui est imposé à ces professions est de plus en plus important, il est parfaitement légitime qu'ils aient une rémunération correspondante qui corresponde à ça. Vous savez qu'il y a des cabinets qui sont devenus des usines à actes. Je suis sûr... Mais non, mais écoutez... Vous le savez. Mais qui impose? Dans le domaine immobilier, par exemple, justement. Qui impose ces actes? C'est bien la réglementation. La puissance publique, bien entendu. La puissance publique. Alors, vous savez, peut-être que ça va vous réconcilier, mais on va en passer par les questions des téléspectateurs de C'est dans l'air. Peut-on m'expliquer, demande ce téléspectateur, comment un président de la République doit faire pour que la croissance reparte? Sous-entendu, voilà, on attend tout de là-haut. Mais attendez, alors, la réponse que je vais faire est très simple. Si le président de la République voulait stimuler artificiellement la croissance et la faire repartir tout de suite, il peut le faire. Il peut décider de baisser massivement les impôts, d'augmenter massivement les salaires, etc. Et l'activité repartirait presque immédiatement. Bien entendu, ce serait une folie absolue. Pourquoi? Ce serait une folie absolue parce que, on a des problèmes de finances publiques, nous avons des déficits et des dettes qui sont tels qu'on ne peut pas se permettre cette libéralité, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça ne réglerait aucun des problèmes fondamentaux qui font la moindre compétitivité du pays par rapport à ses principaux concurrents. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que les décisions qui peuvent être bonnes à court terme ne sont pas nécessairement bonnes à moyen et long terme. Et donc, le pari qui a été fait, c'est le pari de miser sur une réforme
importante du pays pour créer les conditions durables de la croissance. Alors, agir pour que la situation, autre question, des entreprises françaises soit moins pire, est-ce suffisant pour relancer l'économie mondiale, ou nationale, pardon? National, déjà, ça serait pas mal. Je pense que c'est indispensable. Mais c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Oui, mais le problème, c'est que, pas top, encore une fois, on est dans cette logique malthusienne qui, à mon avis, est une erreur totale de stratégie de politique économique. Et que l'idée, c'est vraiment de créer les conditions. Donc, moins de réglementation. C'est vrai que ça, on l'a évoqué. Alors, pas forcément sur quelques professions, mais d'un point de vue général, la France est très en retard. On vous parlait du secteur public. Dans l'indice de réglementation de l'OCDE, ils disent que si les entreprises détenues par l'État en France étaient moins nombreuses, on aurait 0,7 points de croissance en plus. Donc vous voyez, ça touche à tout. C'est pas que certaines professions, c'est l'État, c'est partout. Enfin bon. Donc ça, c'est très important. Et c'est l'allègement. Alors la simplification est une tarte à la crème, on l'entend souvent, mais ça devrait avoir un sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous en tête des exemples où c'est tellement lourd de faire un certain nombre de démarches qu'on abandonne et ça pèse sur la créativité et donc sur la capacité des entreprises à créer des vrais emplois durables. Autre question. La reprise est là dans les pays qui ont fait de vrais efforts. Il ne se passe rien en France. Cherchez l'erreur. Bernard Olivier. Quels vrais efforts? J'imagine que ce que le téléspectateur veut dire, c'est les coupes dans les budgets, par exemple. Moins de fonctionnaires, par exemple. Oui, bien sûr. Certains pays ont réduit considérablement. Bien sûr, il faut continuer à réduire la dépense publique. Il faut, et là je rejoins le propos qui vient d'être tenu, donner davantage de sécurité aux acteurs économiques. Sécurité pour les employeurs, sécurité pour les salariés. C'est tout le sens assez en profondeur de ce qui avait été lancé dans la négociation sur la sécurisation de l'emploi. Donner aux chefs d'entreprise. Écoutez, la suivante, par exemple. De promesse en promesse, les Français ont abandonné l'idée d'une reprise durable. Une éclaircie ne suffit pas. À quand le courage politique? Sous-entendu, il faut aller plus loin dans les réformes. J'imagine. Oui, parce que c'est le paradoxe en même temps de donner de la sécurité, de la visibilité et moins de réglementation. C'est ça qui est extrêmement difficile à faire passer comme message. Et donc la sécurité, c'est une certaine visibilité. C'est le fait que justement, quand on est salarié, on ne craint pas tous les 10 ans de se voir dire qu'on est obsolète. Donc c'est quel est l'accompagnement public? Qu'est-ce que le président de la République peut mettre en place pour qu'on ait la garantie que nos compétences dans un monde qui évolue et qui n'est pas facile pour certains puissent être utilisées à différents niveaux, quelles que soient les qualifications de base. Voilà, ça serait quand même quelque chose qui permettrait d'avoir un peu plus d'espoir et donc de garantir une forme de même si tout à l'heure on nous a dit qu'on attendait trop de l'État, mais je comprends. Alors, docteur Chassan, autre question. Artisans, commerçants, indépendants, sombres, faute de clients. Désolé de ne pas être optimiste, on est sur le terrain, nous. Ben oui, il a tout à fait raison, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des rentes de situation comme certains voudraient le prétendre. Ça veut dire qu'à part quelques professions qui sont solvabilisées par la puissance publique, eh bien d'autres souffrent énormément. Je pense en particulier au secteur du bâtiment. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. Le secteur du bâtiment, il y a aussi des architectes derrière, il y a des économistes de la construction, il y a des experts géomètres, il y a tous ces gens-là, des ingénieurs conseils. Tous ces gens-là, aujourd'hui, la filière est vraiment complètement anéanti. Et donc on a un vrai problème parce que ça ne repart pas contrairement à ce qui est dit ici ou là. Alors justement, il y a une question qui est dans la foulée de celle-ci. En quoi la loi Duflot, vous l'avez cité tout à l'heure, a-t-elle eu un impact négatif sur le BTP, sur le bâtiment? Sur le bâtiment, c'est-à-dire que alors qu'on était dans un contexte où on parlait de simplification et où le président de la République avait annoncé qu'on allait prendre par ordonnance une série de mesures de simplification pour libérer le foncier, pour accélérer le bâti, eh bien, on a eu une loi, la fameuse loi Allure, qui a rajouté des complications supplémentaires, qui a rajouté des exigences en termes de formalité sur l'état du bien qui va être cédé, sur les différents diagnostics qui ont été multipliés. Alors, je ne suis pas compétent pour savoir si tous ces diagnostics sont justifiés ou pas. Ouais. Simplement, ça a considérablement allongé la procédure, ralenti la procédure et multiplié les actes administratifs qui précèdent la réalisation de l'investissement. Autre question, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il fallait aider les libéraux et les services et le commerce, disiez-vous, parce que ça vient combler l'industrie. Ce téléspectateur se demande si une société de services peut-elle combler le déficit d'emploi consécutif à la dégradation d'un tissu industriel. Oui, une société de services peut bien, mais on parlait tout à l'heure de complexification. Regardez le temps partiel. On a fixé par la loi le temps partiel, la durée hebdomadaire minimale du temps partiel à 24 heures. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Ça veut dire que lorsque vous avez besoin, par exemple, d'un employé de service de
8 heures par semaine, 10 heures par semaine, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez être obligé de faire appel à des sociétés de services. C'est ça le sujet. Donc voilà une mesure typique administrative qui est contre-productive en termes de création d'emplois. Sur cette question, simplement, Élie Cohen, on peut petit à petit voir nos emplois industriels qui meurent remplacés réellement par le même nombre d'emplois de services. Vous savez, la dynamique depuis des décennies et des décennies, c'est une dynamique de croissance continue des emplois de services qui remplace, et bien au-delà, les emplois industriels détruits. Et heureusement, puisqu'en fait, la population continue à croître. Autre question, les syndicats qui sont dans l'opposition systématique nuisent-ils à la relance économique de la France? Bernard Vivier. Oui et non, parce qu'en fait, il y a un jeu d'acteurs au niveau national, en affichage, mais il y a aussi dans les entreprises des pratiques syndicales qui, même chez certains syndicats, nommons par exemple la CGT, sont beaucoup plus au contact de la réalité, négocient, signent et acceptent, en tout cas, pas forcément de signer, mais que d'autres prennent les initiatives et signent. Et si aujourd'hui CFDT, CFTC, CGC, Force ouvrière s'engagent et signent, ça entraînera aussi la CGT, laissons Sud de côté. C'est une organisation qui, pour l'instant, est sur la conservation et non pas sur la proposition. On revient sur l'apprentissage et cette idée de multiplier les apprentis dans la fonction publique. Un apprenti dans la fonction publique deviendra-t-il fonctionnaire? Avec la réforme, là où vous savez quand même que dans la fonction publique, ce qu'on appelle la fonction publique au sens large, c'est-à-dire tous les salariés de l'État, il y a différents régimes. Oui, différents statuts. Différents statuts et dans des entreprises publiques, donc dans pas des... automatique, Non, il n'y a aucune automaticité. Doit-on s'attendre ces prochains mois à une recrudescence des plans sociaux et à une hausse significative du chômage? Mathilde Lemoine. Il y a vraiment un risque parce que donc la croissance a été, il n'y a pas eu de croissance en début d'année. On sait qu'il faut une croissance à peu près. Alors il y a un débat, mais entre 1,4 et 1,6% pour qu'il y ait suffisamment de création d'emplois pour que le chômage baisse. On en est très 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 loin. Donc même s'il y a un frémissement de reprise, ça sera très insuffisant pour créer des emplois et faire baisser le taux de chômage. Et du coup, certains se demandent, c'est une autre question, le monde occidental dans lequel nous sommes est en mutation, ce n'est pas une crise. Ne faut-il pas s'attendre à une longue période sans croissance? Est-ce que ce n'est pas plus profond? Oui, c'est une des analyses qui est de dire qu'en fait, on a eu une croissance qui a été complètement boostée par un crédit, par un crédit trop important, et qu'aujourd'hui, sans crédit, la croissance est faible et qu'on ne peut plus recourir comme avant au crédit. Donc, on est obligé de trouver de nouvelles sources intrinsèques de croissance. Ça nous amène à cette dernière question. Et si la crise, c'était sans fin? Est-ce qu'il ne faut pas vivre avec la crise? Non, c'est toujours cyclique. Moi, mon premier cours d'économie, je l'ai fait en 1974, c'était sur la crise. Or, entre 1974 et aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français s'est formidablement accru, la production industrielle s'est formidablement accrue, le développement du pays a formidablement cru. Ouais. Donc on peut croître dans la crise. Eh bien, en tout cas, on vous réentendra à 22h25, rediffusion de C'est dans l'air sur France 5. Merci, bonne soirée avec nous. On se retrouve demain pour un autre C'est dans l'air. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.